Nous avons perdu ce matin Monsieur Nassib Lahoud, qui était ministre et député, ancien candidat à la présidence, un grand homme. Nous avons perdu un grand homme. Je vous propose donc qu'on observe une minute de silence. Merci. Merci. Monsieur le Mufti du Tripoli, Monsieur Malik Shahar, Excellences, Monsieur le Président du Conseil régional d'Île-de-France, Madame l'élue Nabila Keraman, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants des ministres libanais, chers amis. Je voudrais avant toute chose remercier son Excellence M. Boutros Rassakir, ambassadeur du Liban à Paris, pour son soutien sans faille. Je remercie du fond du cœur la région Île-de-France et son président M. Jean-Paul Huchon d'avoir bien voulu accueillir notre colloque dans ce lieu prestigieux ainsi que son équipe pour leur riche contribution dans la préparation de ce colloque. Je remercie son Excellence, Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur Gabi Layoun, pour la lettre d'encouragement qu'il nous a adressée à l'occasion de ce colloque et dans laquelle il dit « Je regrette profondément de ne pas pouvoir être avec vous dans ce colloque sur le patrimoine de la ville de Tripoli, ville si chère à mon cœur et au cœur des Libanais, et dont la richesse de son patrimoine fait partie intégrante de notre mémoire collective. » Il dit également « Le ministre de la Culture du Liban et sa Direction générale des Antiquités, représentée ici par M. Khaled Al-Rifa'i, soutiendra toute action ou dynamique dans le sens de la conservation et la réhabilitation de la ville historique de Tripoli. » Tripoli, capitale du Liban Nord, deuxième ville du Liban, parmi les villes libanaises jouissant d'un centre historique authentique et complet, Tripoli se distingue par pas moins de 300 sites visitables datant du XIIe siècle. Un trésor archéologique incontestable, classé deuxième après le Caire en vestiges mamelouks, un musée de plein air, malheureusement laissé à l'abandon. Pire, ces murs de pierre tombent, tels des châteaux de cartes, ou sont démolis par ignorance ou cupidité. Des constructions anarchiques mutilent ces vieilles maisons en pierre qui faisaient le charme de cette ville aux 1000 facettes. Bien que riche de son patrimoine archéologique, culturel et culinaire, Tripoli est une ville méconnue. Jadis, il y régnait une sérénité et une plénitude incomparables. Aujourd'hui, on l'incrimine de mots abominables. Tantôt, on l'accuse d'obscurantisme et de fanatisme, et tantôt de délinquance et de terrorisme. C'est la raison pour laquelle notre association a été créée en avril 2009 à Paris, ville d'art et de culture, abritant l'UNESCO et importante ville d'Europe, et milite depuis cette date pour préserver et promouvoir ce patrimoine laissé aux oubliettes. Par le biais d'activités culturelles diverses et variées, nous souhaitons rendre à la ville l'âme qu'elle a perdue, et sait-on jamais, relancer le tourisme actuellement inexistant, contribuer à son développement, protéger nos valeurs essentielles, favoriser le dialogue des cultures et restaurer l'image qui caractérisait cette ville où il faisait bon vivre et qu'on appelait jadis la ville des sciences et des scientifiques, Madinat al-Ulm wal-Ulama. L'élément déclencheur de ce colloque est sans doute la triste démolition le 11 décembre 2010 du théâtre Enja datant de 1886, malgré son classement en monument historique de la vieille ville. Un mouvement populaire avait alors secoué la ville. Les fondations, associations, conseils municipaux et toute la société civile s'étaient mobilisées. Depuis, notre association s'est engagée et n'a eu de cesse de condamner ces actions cruelles par différents moyens.
Nous avions proposé au ministre de la Culture de l'époque des solutions qui permettaient le rachat aux propriétaires de l'édifice en question et sa transformation en centre culturel dont la ville en avait cruellement besoin, mais le sort en a été autrement. Nous avons alors décidé de dédier ce colloque à la ville de Tripoli. Conscient que le problème des démolitions massives et de patrimoine n'est pas réservé à la seule ville de Tripoli. Il touche toutes les régions du Liban. Le patrimoine archéologique n'est d'ailleurs pas le seul qui subit ces transformations. Toutes les richesses du Liban sont concernées. Les fleuves tarissent, la mer est polluée, la montagne libanaise ravagée par les carrières et les constructions anarchiques, et la liste est longue. C'est la raison pour laquelle nous sommes en droit de se demander jusqu'où peut-on aller dans la transformation des villes libanaises. Serait-on en train de dénaturer le paysage urbain de notre pays? Au nom de quoi serait-on en droit de détruire le beau, l'authentique, en faveur du médiocre et de l'insignifiant? Que nous restera-t-il lorsqu'on aura perdu notre histoire, notre âme, notre patrimoine et notre identité? Ce colloque est le premier en son genre à Paris. Il se compose de 2 parties. La première, aujourd'hui, est un état des lieux du patrimoine menacé de la vieille ville. Il s'agira de croiser des expériences et des regards dans le but d'y puiser des idées de réhabilitation, de restauration, de coopération entre la France et le Liban. Peut-être en découlera-t-il un projet de loi protégeant les bâtiments anciens. La deuxième partie aura lieu en 2013 au Liban. Il s'agira d'apporter des propositions à l'État libanais, des solutions et des perspectives garantissant la préservation de notre capital historique et patrimonial. L'Association pour la sauvegarde du patrimoine de Tripolis, en dénonçant depuis Paris ces démolitions, entend protéger ce patrimoine et empêcher que de nouvelles tentatives ne se reproduisent. Elle s'engage solennellement et dans ce haut lieu à poursuivre ce travail et propose une bourse en faveur de la recherche dans le domaine du patrimoine de notre ville. Chers amis, Tripoli a besoin de nous, Français et Libanais à l'étranger, et de tous les efforts qui peuvent être déployés tant dans le domaine du patrimoine que sur le plan social. Aussi, je ne pourrais clore ce mot sans faire un clin d'œil à la cause des femmes, à la manifestation qui a lieu en ce moment même à Beyrouth et dans plusieurs villes libanaises grâce à Sawa Sawa, ensemble, pour un Liban de l'égalité homme-femme. Je voudrais enfin vous préciser que les conclusions de ce colloque seront rédigées et publiées en actes. Je remercie tous les orateurs de leur contribution, les intervenants ayant fait le voyage depuis le Liban, Monsieur Nader Ghazal, maire de Tripoli et président de la communauté des communes d'Al-Fayha, et les membres du conseil municipal représentés ici par Monsieur Khaled Tadmouri. Je remercie particulièrement les ambassadeurs, son Excellence Monsieur Salah Staïtiye, Monsieur Nassif Hatté, les attachés culturels, Monsieur Abdallah Naaman et Bahjat Rizq pour leur disponibilité et leurs soutiens inconditionnels. Monsieur Michel Charrière, retenu au Liban, pour ses précieux conseils et sa contribution dans l'élaboration du programme. Mesdames Nada Randour et Dalal Hubballah, Monsieur Abdallah Sou et enfin les membres du bureau pour la préparation de ce colloque. Notons l'aide substantielle de nos sponsors, la Fondation Azem, la Fondation Safadi et la Blom Bank France qui y ont donné le moyen de réaliser ce colloque, ainsi que la contribution de la télévision libanaise MTV et de tous les amis de l'association, qu'ils soient tous remerciés. Je terminerai sur ces vers de M. Salah Staïti et sur Tripoli. Je salue la jeunesse de la lumière sur ce pays de grande chasteté parce que ces femmes sont fermées. Elles ont des ailes croisées sur la poitrine pour protéger le cœur ardent des hommes. L'amour au cil baissé la circoncis. Qui sauvera ce pays du martèlement des soldats qui s'avancent sous un triomphe pour arracher l'eau froide gardée et la prendre? Voilà, je vous remercie et j'appelle monsieur, voilà, je donne la parole, excusez-moi, à l'élu, madame Nabila Keraman, qui nous a fait l'honneur de partager ces moments avec nous. Merci. Monsieur l'ambassadeur, madame l'ambassadeur, monsieur le Moufti, monsieur le maire de Tripoli, madame la présidente de la SPT,
Mesdames et messieurs, mes chers amis, bienvenue, et je dirais même marhaba. Sachez que j'éprouve un immense honneur, un grand plaisir de vous accueillir ici au sein de cet hémicycle, au sein de la région Île-de-France, au nom du président Jean-Paul Huchon, que je représente, et qui regrette de ne pouvoir être là parmi vous, mais qui vous transmet ses salutations et toute son amitié. Je voudrais remercier tout particulièrement et très chaleureusement Madame Joumana Chaaltimeri, qui, grâce à sa ténacité, grâce à son amour pour la ville de Tripoli, a su rendre possible l'organisation de ce colloque conjointement avec nos services. Donc encore une fois, bravo. Je souhaite également saluer le maire de Tripoli, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en septembre 2011, lors de la visite des maires libanais en France. Donc je vous salue. Voilà, nous nous sommes réunis ici relativement nombreux pour réfléchir, échanger et nous pencher sur le devenir de Tripoli, un lieu qu'il faut absolument protéger, un lieu qui est chargé d'histoire, un lieu qu'il faut absolument préserver. Mais avant de donner la parole à nos experts, à nos invités, qui sauront dire beaucoup plus de choses que moi, je voudrais revenir et dire quelques mots sur les relations qui nous unissent, les liens anciens et profonds qui unissent la France et le Liban, et tout particulièrement la région Île-de-France et la municipalité de Beyrouth. Comme certains le savent, la région Île-de-France est pionnière parmi les nombreuses collectivités locales françaises actives au Liban. Et la région Île-de-France est présente à Beyrouth depuis 1991, car elle a toujours su exprimer sa solidarité avec la population libanaise. Elle s'engage dans la reconstruction de Beyrouth grâce à sa contribution de façon décisive à la renaissance des Bois des Pins. Alors, je voudrais vous donner donc quelques repères qui concernent effectivement ces liens très forts qui unissent la région Île-de-France avec la ville de Beyrouth. Le 25 janvier 1999, un accord cadre de coopération décentralisée a ouvert la voie d'une multitude de projets et de secteurs de coopération. Et depuis 2001, nous avons, au sein même de la municipalité de Beyrouth, un représentant de la région qui assure un suivi quotidien des programmes. En 2009, les deux collectivités ont renouvelé leur engagement par la signature d'un accord élargissant la coopération à l'échelle de l'aire urbaine centrale Beyrouth-Mont-Liban, qui doit notamment permettre le plan des déplacements urbains. Enfin, le dernier comité mixte auquel j'ai participé aux côtés du président Jean-Paul Huchon s'est tenu à Beyrouth en 2011 et a permis de fixer les axes de coopération principaux pour les années à venir. Outre le transport et le soutien à la politique municipale d'aménagement des espaces publics, il nous a semblé important d'ouvrir un volet culturel à travers le soutien aux bibliothèques municipales, à l'échange d'artistes en résidence et enfin à l'organisation annuelle d'un festival culturel de la ville. Alors, pour revenir à notre événement cet après-midi, je voudrais dire juste un tout petit mot sur la question de la préservation du patrimoine. Alors, il faut savoir qu'il s'agit d'une nouvelle compétence qui a été récemment déléguée par l'État aux régions et bien que n'étant pas une thématique à part entière de notre accord de coopération décentralisé avec les villes de Beyrouth, elle est bien évidemment très présente dans l'ensemble de nos projets développés en partenariat avec la capitale libanaise. Par ailleurs, on a aussi des urbanistes de la région Île-de-France de l'IAU-RIF qui travaillent sur les questions patrimoniales au Liban. Et le témoignage de M. Eric Huybrecht en sera l'excellente illustration. Alors voilà, donc, pour toutes ces raisons et pour illustrer ce lien fort qui unit la région Île-de-France au Liban, il nous a semblé particulièrement intéressant d'ouvrir les portes de cet hémicycle à la grande ville du Nord Liban, Tripoli, et à l'Association pour la préservation du patrimoine de Tripoli. Alors maintenant, je vais laisser la place aux experts et à nos invités. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Keraman, pour ce témoignage de sympathie pour notre ville. Monsieur Salah Stetiye.
Souvent, je disparais derrière le micro, mais là, je pense que je suis visible. Ah, vous voulez que je m'assieds? Très bien. Alors, je serai encore plus visible. Bien. J'ai intitulé ma courte intervention « Tripoli au cœur ». Vous allez voir pourquoi. Monsieur l'ambassadeur du Liban, Madame la représentante de Monsieur Huchon, président de la région Île-de-France, où j'habite, donc c'est mon président d'une certaine façon, Monsieur le maire de Tripoli, Madame la présidente de l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Tripoli, mesdames et messieurs, chers amis. Nous sommes là pour honorer cette magnifique ville de Tripoli et pour la servir dans son corps historique, son âme qui est liée à ses pierres et sa réputation qui lui vient du fond des siècles, voire des millénaires. Nous constituons tous, qui sommes nombreux, ce qu'on peut appeler, d'après le titre d'une pièce célèbre d'Oscar Panizza, un concile d'amour. Et certes, avoir la liste impressionnante des thèmes qui seront abordés au fil de la journée vous apporterait, mesdames et messieurs les colloquants, beaucoup de science dans vos disciplines respectives. Moi, à ce concile d'amour, je n'apporte, à défaut de science, qu'un surplus d'amour. D'amour, c'est-à-dire aussi de poésie. Tripoli, les trois villes, il y a en fait superposé dans l'ombre et se chevauchant des dizaines d'autres, Tripoli est une ville emblématique de tout le Liban. Par la géographie d'abord, c'est une ville côtière et qui, comme chatte au soleil, tire sa langue, ce cap qui est son assise, à la plus splendide des mers, la Méditerranée. Mais, ville côtière, avec son antique port Elmina, si visité par les fantômes des vieilles barques et des merveilleux hauts-mâts, et ville longtemps enserrée de vergers d'orangers sentant bon comme une mariée nouvelle, elle est aussi, une fois dépassées ces collines, dominée par l'articulation souveraine de la montagne libanaise à cet endroit et qui, sur ces hauteurs, offertes l'hiver à la neige, se pare du plus vieux bosquet de cèdres du pays. C'est pour elle, pour Tripoli, affirmer haut et fort que, si disputée qu'elle fut dans l'histoire, elle porte, couronne posée dans son ciel, l'affirmation définitive de sa libanité, tout à la fois réelle et symbolique. Tripoli dans l'histoire ensuite. Après avoir été phénicienne, macédonienne, grecque, hellénistique, romaine, byzantine, arabo-musulmane, croisée, mamelouk et turque, elle va retenir et garder en elle, comme autant de dépôts précieux,
de sa traversée du temps, le legs de toutes ces époques fondu dans la continuité de son destin et l'unité de sa vocation, ville synthèse des hommes et des cultures, ville déployant ses branches diversifiées dans la lumière du temps, comme un palmier ses palmes ou comme une qasida classique ses vers majeurs. Ce palmier, cette qasida, j'y vois l'image même du peuple de Tripoli qui fait de diversité richesse. Me frappe particulièrement, mes chers amis, quand je pense à cette ville, ce fait attesté par les archéologues, qu'il est arrivé que des pierres d'église aient servi à restaurer des mosquées mutilées ou en ruine, et que, par ailleurs, des pierres de mosquées aient parfois été remployées dans la solidification d'une église. Je me dis que ce jour-là, le Dieu unique, puisqu'on ne peut évoquer cette ville sans se tourner vers Dieu, a dû se montrer satisfait de ces Tripolitains. Il y a mieux, il y a que parfois, c'est tout le monument, mosquée ou église, qui a changé de vocation cultuelle sans pour autant que l'aiguille de la boussole ait changé de direction. Le nord, toujours le nord. Dieu est unique. A-t-on le droit de se citer soi-même? Écrivant il y a quelques années le texte du bel album que les éditions de l'Imprimerie nationale, je vous le montre, ont consacré au Liban, avec les magnifiques photographies d'une grande photographe, Catherine Rose, dont beaucoup concernent le centre monumental de Tripoli, j'écrivais ceci. Certes, cette ville remonte beaucoup plus haut dans le temps que ses vestiges. Son nom à lui seul, déjà, est un poème, une page écrite par la fable. Trablos, la deuxième ville du Liban par l'importance, a l'orgueil de sa propre histoire. Elle ne veut nullement être une Beyrouth bis et tient à sa personnalité fortement marquée dans la pierre. Célébrée lyriquement par Nasri Khusro au Moyen-Âge, avec en filigrane le souvenir du général arabe Soufiane bin Moujib al-Azdi et celui en contrepoint de l'empereur Héraclite, Tripoli a été sous les croisés, on le sait, le fief de Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, marquis de Provence et duc de Narbonne, bâtisseur du château Saint-Gilles, toujours présent et rayonnant, forteresse que la cité garde jalousement dans son cœur et dans les méandres de sa mémoire. Tripoli tient aussi au souvenir de l'épouse de Raymond, entrée dans la légende sous le surnom de la princesse lointaine, celle qui fut célébrée par l'un des premiers grands troubadours, initiateurs de l'amour courtois, dans son expression la plus poétique, chant dérivé des muwashahat arabo-andalouses. Que nous dit en effet Geoffrey Rudel vers le milieu du XIIe siècle? Geoffrey Rudel, prince de Blé, B-L-A-Y-E, s'éprit de la comtesse de Tripoli sans l'avoir jamais vue, sur la foi des pèlerins d'Antioche qui lui avaient dit d'elle tout le bien du monde et lui en avaient exalté la lumière. Dès lors, il composa pour elle bien des poèmes qu'il chantait lui-même sur des airs agréables.
et tout au mal du désir de la voir, il se croisa et prit la mer. Or, il tomba malade à son arrivée et fut amené agonisant dans une maison de la cité. On avertit la comtesse, qui était déjà veuve, il faut le dire, qui vint immédiatement au chevet du poète et le prit dans ses bras. Il la reconnut rien qu'à l'entrevoir et recouvra aussitôt lui et le souffle. Et, raconte son biographe, il loua Dieu, le remerciant de l'avoir laissé vivre jusqu'à ce qu'il l'eût vu. Et aussitôt, il mourut dans les bras de sa bien-aimée lointaine qui le fit ensevelir dans la maison du temple, des chevaliers du temple. Puis, ce même jour, elle se fit nonne à cause de la douleur qu'elle eut de la mort de Geoffrey. Fin de citation. On peut donc supposer qu'une parcelle de la terre de Tripoli est faite des cendres de ce grand troubadour dont on publie toujours des poèmes, et encore tout récemment, j'ai reçu hier ou avant-hier une nouvelle traduction, parce qu'il écrit en français ancien, des poèmes de Geoffrey Rudel. Voici, si vous le permettez, 2 strophes de son ultime chant d'amour. D'amour, jamais je ne jouirai, sinon de cet amour lointain. De plus gracieuse n'en connaît, et nulle part, ni près, ni loin, tant elle est vraie et si parfaite qu'au royaume des Sarrasins, captif pour elle, je me ferai. Dieu qui fit que tout vient et va, qui forme cet amour lointain, à moi, car j'en ai le courage, donne de voir l'amour lointain en vrai dans de pareils parages, de sorte que chambre et jardin me semblent toujours un palais. 3 siècles plus tard, plutôt, 3 siècles plus tôt, dans les environs de Tripoli, au 8e siècle donc, un autre prince, venu lui d'Asie centrale, plus précisément de Balkh, capitale du Khorasan, il s'agit d'Ibrahim ibn al-Adham, a vécu là. Ibrahim ibn al-Adham, vous le savez, est l'un des plus grands mystiques soufis de l'islam. Était-il venu là attiré par la réputation de sainteté de Zunnun el-Masri, autre immense soufi qui lui aussi vivait dans une grotte de la région, à la manière qui sera un peu plus tard celle des moines et des anachorètes maronites de la vallée sainte de la Kadisha. Mystère des relations spirituelles et des connexions entre les uns et les autres. Mystère de cette ville de Tripoli, qui fut une ville combattante et militante et qui accueillit en elle tant d'âmes rayonnantes de toutes les confessions, dont notamment, jusqu'aux années 1970 environ, une ancienne confrérie de derviches tourneurs, chanteurs et danseurs mystiques, parmi les derniers disciples de Maulana Jalaluddin Rumi, mystique et poète du XIIIe siècle, et qui a laissé une empreinte considérable sur l'ensemble du soufisme de tout l'islam. En 1975, j'étais encore délégué permanent du Liban à l'UNESCO et j'étais président du comité intergouvernemental pour le retour des biens culturels volés ou objets d'un trafic illicite à leur pays d'origine. Et je me flatte d'avoir contribué par mon influence à l'enregistrement et à la diffusion par l'organisation internationale au sein de sa célèbre collection Musique traditionnelle du monde des invocations et des hymnes
de la dervicherie de Tripoli, ce qui met, je le répète, une grande raison de satisfaction personnelle. Mais pour revenir à Ibrahim ibn al-Adham, qui mourut et fut enterré entre 766 et 783 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire 160 et 166 de l'Hégire, à Jéblé, au nord de Tripoli, en Syrie, j'aimerais évoquer 2 épisodes de sa légende dorée qui se déroulent sans doute l'un et l'autre en terre tripolitaine, puisqu'il vivait là. L'un a pour cadre un verger de grenadiers. Ibrahim s'assoit avec un compagnon au pied d'un arbre qui, miracle, le prie de bien vouloir goûter à ses fruits. Il fait semblant de ne pas entendre. L'arbre insiste et les 2 hommes se décident à manger. Hélas, la grenade était amère. Le mois suivant, les 2 hommes repassent devant le grenadier qui a nourri le saint. Les fruits, cette fois, sont délicieux. Comment pourrait-il en être autrement? Selon la légende, l'arbre est resté longtemps connu à Tripoli et ailleurs sous le nom de grenadier d'Ibrahim. Remanat Ibrahim. La deuxième histoire est encore plus savoureuse, si j'ose dire. Elle illustre avec un mélange de ferveur et d'humour le pouvoir de la foi et celui de la parole. Ibrahim se trouve au sommet d'une élévation montagneuse au Liban et parle à ses compagnons des mérites de la foi. Le saint, dit-il, peut arriver à un état tel que s'il dit à une montagne « ébranle-toi », la montagne se déplace. À peine avait-il prononcé ces mots que la montagne se met effectivement en mouvement. Il faut qu'Ibrahim dise en la frappant du pied « Arrête-toi, ce n'est pas à toi que je m'adresse, je n'ai fait que donner un exemple. » Ibn Battuta, 1304-1369, visitera 2 fois Tripoli dans les années 40 du XIVe siècle. La deuxième visite qu'il effectuera sera pour le mausolée d'Ibn al-Adham à Jéblé. Venant de Beyrouth, il note succinctement à propos de l'actuelle capitale du Liban, qui n'était alors qu'une bourgade, citation donc, « Elle est petite, mais elle a de beaux marchés et une mosquée admirable. On exporte de cette ville en Égypte des fruits et du fer. D'où vient le fer, je ne sais pas. » Et il poursuit, parlant cette fois de Tripoli bien plus longuement. Quelques extraits. J'arrivai ensuite à la ville d'Atrablos, Tripoli. C'est une des capitales de la Syrie et une de ses grandes villes. Elle est traversée par des canaux et entourée de jardins et d'arbres. La mer l'environne de ses avantages copieux et la terre de ses biens durables. Elle possède des places admirables et des prairies fertiles. La mer est à 2 miles de distance de Tripoli et cette ville est de construction récente. Quant à l'ancienne Tripoli, dit-il, elle est située au bord de la mer et les Francs l'ont possédée un certain espace de temps. Mais lorsqu'Al-Malik Zahir l'eut reprise, elle fut détruite et la ville nouvelle fut commencée. Il y a à Tripoli environ 40 à 50 commandants des Turcs mamelouks. Son gouverneur est Taylan, le chambellan, qu'on nomme le roi des émirs. Sa demeure dans cette ville est la maison connue sous le nom de Dar Saada. Parmi les habitudes de cet émir, toujours Ibn Battuta, nous mentionnerons la suivante. Il monte à cheval tous les lundis et les jeudis, aujourd'hui donc, et les autres émirs l'accompagnent avec leurs troupes.
Il sort ainsi de la ville, et lorsqu'il y retourne et qu'il se trouve à peu de distance de sa demeure, les émirs mettent pied à terre et, quittant leur monture, ils marchent devant lui jusqu'à l'instant où il rentre dans son palais. Et alors, les émirs se retirent. On joue de la musique militaire près de la demeure de chaque émir tous les jours, après la prière du soir, et l'on allume les lanternes. À Tripoli, dit-il encore, il y a des bains très beaux, parmi lesquels ceux du Qadi al-Qizmi et celui de Sandémour. Ce dernier a été gouverneur de la ville. Écoutez cette histoire. Et c'était un gouverneur très juste. On raconte à son propos, dit Ibn Battuta, l'anecdote suivante. Une femme se plaignait un jour à lui de ce qu'un de ses mamelouks, qui était son ami le plus cher, avait commis une injustice à son égard en lui buvant du lait qu'elle voulait vendre. Elle n'avait d'ailleurs pas de preuve de ce qu'elle avançait. L'émir manda le mamelouk qui fut fendu par le milieu du corps et le lait sortit de ses entrailles. La preuve était faite. Je conclus. Ces anecdotes, mes chers amis, ces histoires ne sont là que pour ajouter au décor monumental de la ville auquel vous allez ajuster votre réflexion technique l'élément humain indispensable, toujours présent dans la profondeur de l'histoire. Humain veut parfois dire légendaire, et toujours il signifie humaniste. On sait que l'un des commerces ancestraux qui ont fait la réputation de Tripoli est celui du savon, dont l'une des composantes essentielles est l'huile d'olive, fille de l'olivier, l'arbre de paix. Le khan du savon de Tripoli est justement l'un de ces endroits les plus paisibles du monde, et je m'y suis retrouvé quelquefois entouré de délicieuses fragrances et mystérieusement enrichi de paix intérieure. À la fin des années 80, j'étais secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et le Liban, à travers toutes ses factions, était déchaîné contre lui-même dans les débordements affreux de sa guerre civile, en réalité la plus incivile des guerres. Le hasard d'une visite à un homme politique tripolitain voulut que je me sois trouvé à un moment donné au Khan Saboun. Je m'y remémorai ce proverbe tripolitain, si profond, condensé d'expériences concrètes et de politesse sociale. Le reproche est le savon des cœurs. Al-itab, saboun al-qulub. Oui, me disais-je, il faut que les hommes, même remontés les uns contre les autres et en colère, apprennent à se parler, c'est-à-dire à faire les uns devant les autres état de leurs griefs réciproques pour se les expliquer, pour les démonter, pour les éliminer, pour les dissoudre. À Tripoli, pendant l'affreuse guerre civile, les habitants de la ville, de quelque obédience qu'ils fussent, sont restés calmes, respectueux de chacun, leur cœur savonné. Grande leçon d'humanisme. Vous voyez, mes chers amis, mesdames et messieurs les experts, que parler de Tripoli, comme vous vous apprêtez à le faire, ce n'est pas parler de n'importe quelle ville. Bon travail. Merci beaucoup, Monsieur Staiti, pour toutes les histoires mystérieuses que vous nous avez racontées et qui nous ont fait vivre, nous ont fait rêver d'une vie antérieure de Tripoli. Je donne la parole à
La première table ronde, Tripoli, Histoire et Architecture, animée par Madame Faten Morad, secrétaire générale de l'ASPT et de l'IM. Monsieur l'ambassadeur, Madame l'ambassadeur, Madame l'élu du Conseil régional de l'Île-de-France, Monsieur le mufti de Tripoli, Monsieur le maire de Tripoli, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie vivement de votre présence à ce colloque que l'Association pour la sauvegarde du patrimoine de Tripolis a l'honneur d'organiser pour la première fois à Paris, autour de la deuxième capitale du Liban, Tripoli. Il était important pour nous de parler du patrimoine de cette ville, si riche en monuments historiques datant de toutes les époques, phéniciens, grecs, romains, croisés, mamelouks, ottomans, car il s'agit de notre histoire, de notre culture que nous tenons à faire connaître, à préserver et à sauvegarder. La spécificité de Tripoli est qu'elle a de tout temps été habitée. Elle n'est jamais tombée en ruine, comme d'autres régions. À chaque passage de civilisation, des monuments et des sites sont érigés et perdurent jusqu'à nos jours. Cependant, par manque d'entretien, plusieurs de ces édifices historiques risquent de disparaître. Il faut en effet savoir que la ville foisonne de monuments historiques, dont la plupart appartiennent à des propriétaires privés. Je ne le savais pas moi-même, je ne l'ai su que dernièrement en visitant les sites. L'État n'a aucune mainmise dessus, ce qui rend le problème difficile quand il s'agit de restauration, car il ne peut pas intervenir directement dans ce sens. C'est ce qui s'est passé avec le théâtre Inja, que nous n'avons malheureusement pas réussi à sauver, malgré son classement par le ministère de la Culture. J'ai été moi-même sensibilisée très tôt à ce problème. Je suis née dans une maison mamelouk qui appartenait à ma tante paternelle, face à la citadelle de Tripoli. La maison était divisée en plusieurs pièces carrées, assez grandes, et possédait un patio intérieur avec des arbres fruitiers où il faisait bon vivre. Elle a été malheureusement détruite afin de permettre l'élargissement de la route. Mais le souvenir de cette maison est resté dans ma mémoire. Le reste des bâtiments mamelouks est malheureusement dans un état de délabrement. Je l'ai constaté de visu pas plus tard que l'été dernier. Qu'il serait vraiment triste de ne pas intervenir et améliorer les choses, car la ville est la deuxième dans le monde après le Caire à posséder ce genre de vestiges. Je vais maintenant passer la parole aux intervenants de la première séance, qui sauront mieux que moi vous expliquer la situation. Et je vous les présente. Tout d'abord, M. Khaled Tadmouri est un élu municipal qui a la charge de la protection des monuments historiques de la ville à la mairie de Tripoli. Il a notamment travaillé à la restauration de la Taqiya Mawlawiya, des derviches tourneurs, qui va abriter en son sein un musée soufi. C'est toujours en restauration d'ailleurs. Il nous parlera du plan urbain de la vieille ville de Tripoli et de son architecture mamelouk, ainsi que des projets de réhabilitation de ces monuments historiques. Il illustrera son propos par des photos. Monsieur Elias Khlat est le président fondateur de Tripoli Foundation, qui est une ONG luttant pour la préservation du patrimoine de la ville et sa promotion. Il est très actif sur le terrain et travaille sur divers projets, dont la sauvegarde des chemins de fer de Tripoli. Il parlera du centre-ville de Tripoli et Tal, dont le patrimoine sera en péril si aucun plan de sauvegarde n'est élaboré. Il illustrera également son exposé par des photos. Madame Hind Soufi est doctorante en sciences de l'art. Elle nous parlera de l'épigraphie monumentale dont foisonne la ville de Tripoli. Elle vous expliquera la différence entre les inscriptions de l'architecture publique, mosquées, madrasa, zaouia, fontaines, hammam, de l'architecture militaire et administrative, de l'architecture funéraire et de l'architecture domestique comme les palais et demeures. Elle vous fera également un état des lieux de cet art mural qu'elle estime en péril. Monsieur Eric Huybrecht, qui nous a fait la gentillesse de participer à ce colloque, pour nous éclairer sur son expérience dans la réhabilitation des quartiers de Balat et de Fener à Istanbul, dans le cadre d'un financement européen Urbamed, en vue d'une discussion comparative.
Avant de passer la parole à nos intervenants, je souhaiterais leur demander de bien vouloir respecter le temps de parole de 10 à 15 minutes afin de permettre à tout le monde de s'exprimer et de ne pas dépasser l'horaire prévu. Aussi me permettrai-je de mettre ma montre sur la table pour chronométrer le temps de parole en vous priant par avance de m'excuser. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais parler du centre-ville de Tripoli. Donc, je commence par un aperçu historique. Donc, on parle de Tal ici maintenant. Je répète un peu ce que mon collègue, ami M. Tadmouri vient de dire. Donc, après la conquête de la ville de Tripoli par les Mamelouks en 1289, qui signale la fin de l'ère franque, la ville fut entièrement démolie. Et le manuscrit qu'on voit ici, en réalité, c'est une partie d'un manuscrit mamelouk où on montre la chute de la ville. Ce qui est intéressant dans ce manuscrit, en réalité, de voir la porte de la ville avec ses 3 tours. Et cette porte symbolique, en réalité, de la ville, parce que ce symbole se trouve sur tous les sceaux des comtes de Toulouse. Voilà. Donc la ville fut reconstruite... Pardon? Bon, la lumière, si on peut un peu baisser la lumière, s'il vous plaît. Donc, la ville fut reconstruite au pied du château. Le château que les Tripolitains appellent aujourd'hui Al-Ala, ou Al-Ala Trablos, la citadelle de Tripoli. Ce château que les chroniqueurs arabes ont nommé Qal'at Saint-Gilles, le château de Saint-Gilles, Qal'at Saint-Gilles, Qasr Sad. En référence à l'accent occitan. Tripoli a parlé l'occitan durant 200 ans, en réalité, presque. Donc, la nouvelle Tripoli fut bâtie juste en dessous du château, sur ce que les Mamelouks appelaient aussi le Rabat Tarablos. Donc, la nouvelle Tripoli franque de Raymond de Saint-Gilles. Les restes, les ruines de la nouvelle Tripoli franque de Raymond de Saint-Gilles. Cette carte Google nous montre en réalité actuelle le Mina, le quartier de Mina et la ville. Donc le cercle qui est à droite montre le château et la ville autour. Et puis le cercle à gauche, c'est Mina, l'ancienne ville, avec le rempart qui séparait la ville historique, si l'on veut dire, des vergers de Tripoli. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, des magasins et des entrepôts se sont installés sur le chemin reliant Tripoli à son port, juste à l'extérieur de la vieille ville du côté ouest, El-Tel. Durant la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, des familles tripolitaines ont commencé à s'installer dans le coin aussi, longeant le même chemin reliant Tripoli à son port. Donc à la fin de l'ère ottomane et durant le début du mandat français au Liban, une atmosphère de prospérité économique, culturelle et sociale accompagne la construction de cette banlieue nommée El-Tal. Effectivement, cette photo qui date du début du XXe siècle, en réalité sur cette photo on peut voir facilement la maison de Nicolas Correc. Les magasins ont été créés à la fin du XIXe siècle et la maison en dessous au début du XXe. La maison des Nonfal, le palais Nonfal qui est toujours le centre culturel municipal de la ville de Tripoli, la maison des Khlat, et plus vers l'est, en réalité, les Mazloum, les Moghrabi, les Zré, les Hadid se sont installés, mais ce ne sont pas seulement des familles tripolitaines. J'aimerais bien citer aussi, à la fin du XIXe siècle, les Husseini de Palestine qui se sont installés dans ce coin, et puis les Jarjoura de Skandaroun et les Kairouz de Pcherré, par exemple. Au début du XXe siècle, une unique ligne de tramway tirée par des mules desservit le chemin reliant Al-Tal, Tripoli, Bawebe, Amina, Tel, Abouebe, Amina. En réalité, ce tramway allait de la station de train Abouebe et de Bawebe à Tal. Le terminus était Tal. Des hôtels, cafés, restaurants, théâtres et cinémas se sont installés sur l'artère principale d'El-Tal, mais aussi commerce, agences d'import-export, banques. Ce qui est intéressant sur la photo, qu'on a déjà vu lors de la présentation de M. Tadmouri, on voit très bien le théâtre Inja, ici, et malheureusement, on ne le voit pas bien, c'est que
la majorité des toits des maisons à Tal ont des tuiles rouges. Bien sûr, la tour de l'horloge centenaire. Cette atmosphère de prospérité s'épanouit surtout à partir de 1920, durant la période du mandat français et après l'indépendance en 1943, avec l'arrivée de l'Orient Express à la gare de Tripoli durant les années 20 et dans un deuxième temps la construction de la raffinerie de pétrole. La photo nous montre 2 wagons-lits de l'Orient Express en 1920, durant les années 20, devant la station des passagers de la gare de Tripoli, avec un steward en uniforme de l'Orient Express. À partir des années 30, l'expansion de la ville va au-delà d'El Tal, qui devient automatiquement le centre-ville de Tripoli. Sur la photo, on remarque toujours en construction ici la Banque de Syrie et du Liban, à l'époque Banque centrale. Donc, la vieille ville, autour du château, et puis le centre-ville, Tal, et l'expansion qui va au-delà du centre-ville. Donc, c'est ce fait-là qui a fait du Tal, qui devient le centre-ville, que nous, Tripolitains, on appelle le Balad. Où est-ce qu'on va? On va au Balad. On descend au Balad, on monte au Balad. Aujourd'hui, c'est une image claire du centre-ville. Donc, les choses ont un peu changé. De la destruction du Sérail ottoman durant les années 60, à la destruction du théâtre Inja l'année dernière, le panorama d'El Tal commence à changer. Comme on voit, il y a des bâtiments moches qui commencent à naître à côté des belles bâtisses. Mais aussi, ce n'est pas que ça, les cicatrices de la guerre sont toujours visibles sur la majorité des immeubles du centre-ville. Pas la majorité, mais sur une bonne partie. Un plan de sauvegarde des bâtiments du centre-ville est prioritaire au stade actuel. Le centre-ville de Tripoli, avec ses bâtiments du début du XXe siècle, XIXe et même du XVIIIe siècle, forme un trait d'union entre la nouvelle ville et la vieille ville. Effectivement, une simple balade d'1 heure de temps, à partir de l'avenue Riyad Solh dans la nouvelle ville, en direction de la vieille ville et en passant par Tal, est un voyage dans le temps, couvrant plus de 1000 ans d'histoire. Donc, si on débute à Riyad Solh, on fait la rue des Banques, l'ancien siège du commissariat français, la rue des Banques, on arrive à Tal, Palais Nonfal, le parc public, le plus ancien parc public du Liban en réalité, le Machiyeh, la tour de l'horloge, les bâtiments qui datent du 19e, 20e siècle, surtout le quartier des hôtels. Et pour rentrer dans la vieille ville, et on rentre dans la vieille ville, la grande mosquée Mansouri, et puis les écoles coraniques à côté, le Hammam al-Nouri, le souk des bijoutiers, le caravansérail des Francs, qu'on appelle aujourd'hui le caravansérail du savon, Khan al-Saboun, puis le Bazir Khan, et le Nahassin, le souk des Nahassin, et le Hammam Azzaddin, et le Khan des couturiers, pour remonter au château. Ça, c'est une balade d'1 heure de temps. On remonte plus que 1000 ans d'histoire durant cette balade. Une loi pour la sauvegarde du patrimoine architectural moins rigide que celle appliquée actuellement est nécessaire pour aider les gens à restaurer convenable leurs propriétés sans être obligés à les délaisser. La question est là. On est en train de délaisser les propriétés qui sont classées monuments historiques parce qu'on ne peut pas classer un monument historique comme ça. Il doit y avoir des normes de conservation. Le théâtre Inja ne peut pas être classé de la même façon que le temple de Jupiter à Baalbek, par exemple. Ce que vous voyez, déjà, vous avez remarqué des photos qui sont pas mal des façades d'immeubles à Tal. La réalité, c'est que ces façades, c'est un badigeonnage, c'est un make-up. Il faut voir l'intérieur de ces bâtiments. Donc, ce n'est pas juste parce que l'immeuble est beau de l'extérieur qu'il est bien rigide et qu'il va résister après de l'intérieur. Ici, on voit l'hôtel Palace. Et plus bas encore, l'hôtel, ce qui fut en fait l'hôtel Continental, un des plus fastes et les plus beaux hôtels de la ville. Il y a juste un petit restaurant là
qui porte toujours le nom Continental. Et si l'on voit sur l'enseigne en bois, elle est toujours visible. On peut encore lire Hôtel Continental, ou presque. Les services techniques de la municipalité de Tripoli ont le pouvoir juridique d'organiser une situation pareille. En réalité, malgré une centralisation accrue au Liban, la ville de Tripoli possède des services techniques. Ils n'ont pas besoin d'aller souvent voir les services de centralisation de l'État pour les normes de construction, pour l'urbanisme et pour ces choses. Donc ils ont un service, ils peuvent travailler avec leurs services. Donc les services techniques de la municipalité de Tripoli ont le pouvoir juridique d'organiser une situation pareille en déclarant le centre-ville de Tripoli comme quartier à caractère traditionnel, avec des normes de construction et de restauration adéquates donc à ces bâtiments-là. Le fameux, ici on voit le fameux hôtel royal juste à côté du théâtre Inja. Je ne pense pas qu'il va pas tarder malheureusement. Des normes respectant aussi les espaces verts toujours présents dans le centre-ville. Franchement, le centre-ville de Tripoli est un poumon, et le poumon de la ville, il y a pas mal d'espaces verts encore sauvegardés dans les petits jardins, des petites demeures de la ville. Quand on parle d'un quartier à caractère traditionnel, c'est pas simplement une pancarte, c'est pas un titre vide ce qu'on veut, comme à Beyrouth par exemple. Ces beaux pancartes sont à Beyrouth. Donc des pancartes, titre vide, caractère traditionnel, mais aucune loi qui protège ces quartiers-là. Donc ce qu'on veut, nous, c'est plutôt une loi qui protège ces bâtiments. Nous pensons que cet îlot, qui est composé de l'artère principale de Tal, la ligne rouge, avec le parallèle, la rue Azzeddine, place El-Koura, Saht El-Koura, la butte, le café de Tal El-Olia, la butte, le café de la butte, le jardin public, la municipalité, Palinonfal, tout cet ensemble-là peut former un exemple d'un îlot qui peut être pour un moment donné, où on peut essayer en réalité des normes adéquates pour sauver ce qui reste. Pourquoi je parle de Tal aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, Tal est en danger, il est en train d'être vidé. La majorité de belles propriétés, des belles façades que vous avez vues, c'est des bâtiments qui sont à vendre aujourd'hui. Et il y a un fort marché là-dessus. Donc, merci pour votre attention. Je n'étais pas long, je pense. Merci, Elias. Tu n'as pas été long du tout. Hein? Donc, on passe maintenant à Madame Hind Soufi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord remercier Madame Joumanat Admouri de m'avoir donné cette opportunité d'être là avec vous ce soir. Je me remercie aussi tous les organisateurs, le Conseil régional d'Île-de-France, tous les membres de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine de Tripoli et vous tous, les Libanais, les amis français du Liban qui nous aident beaucoup dans notre militantisme pour sauvegarder notre héritage. C'est pour cela que je l'ai appelé mon intervention, je l'ai appelée « Héritage en péril ». Je vais parler de l'épigraphie monumentale qui se trouve sur les monuments de Tripoli. Quand je parle d'épigraphie, il y a la calligraphie arabe, mais il y a aussi les autres motifs qui l'accompagnent toujours. Comment je fais pour passer au second? Ah oui, la petite flèche. Bon. Donc, les objectifs, est-ce que c'est un art mural spécifique, cette épigraphie monumentale? Et vous allez voir par la suite pourquoi j'ai posé cette problématique. Est-ce qu'il y a une tentative d'actualisation pour cet art qui est menacé et comment restituer l'expertise et la technique, le savoir-faire qui se perd? La stratégie
j'ai commencé par recenser les inscriptions des monuments selon leur fonction. Il faut dire que une partie de ce travail a été faite déjà par des penseurs, par des chercheurs, mais j'ai dû continuer à étudier l'interaction entre commanditaires, destinataires du message et la relation fonction des inscriptions en fonction du monument lui-même et la relation entre le sens, les différentes couches de signification et pour aborder à la fin le style artistique et si on a le temps, on pourrait faire peut-être une petite étude comparée. Bon, par forme et nature, la définition, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on comprend par là? Les inscriptions, ce sont des designs, des compositions faites à partir de la lettre, des lettres de l'alphabet arabe. Nous avons une distinction entre deux genres, le koufi et le nasri. Le koufi, c'est le plus ancien. Il a été fait par les Nabatéens, qui sont un groupe, un peuple, enfin, entre la Palestine et le Golfe arabe. Ils régissaient le commerce. Et vous avez le design qui est en haut. Donc, bien en haut, c'est un exemple très ancien de l'écriture koufi qui prend la forme géométrique des lettres. Vous avez une autre composition plus récente, donc qui date du Moyen Âge et qui est récente, qui se rapproche plus de l'époque mamelouk, si vous voulez, et elle se trouve en bas, juste en bas, qui est aussi qui relève du style koufi, donc très géométrique. Les autres sont par contre le nasri. Le nasri qui est plus arrondi parce que c'est plus facile pour l'écriture. C'est pour cela on l'appelle le nasri. Nasr, ça veut dire copier. Donc pour copier, c'était plus rapide. Et comme on voit, tous ces enchevêtrements de lettres avec les lettres arrondies, il y en a qui sont de plus en plus modernes et récentes. Pas modernes, ici je parle des choses qui ont été faites à partir du Moyen-Âge, mais il y a aussi, comme l'exemple là, qui sont vraiment, qui approchent beaucoup de l'art moderne. Bon, ça c'est le premier exemple de lettres nasri, de lettres koufi au milieu et l'ensemble qui l'entoure, ce sont les lettres avec le style nasri. On voit que le nasri est plus complet, alors que le koufi est plus, si vous voulez, décoratif, plus artistique, plus recherché, je veux dire. Il est très difficile de déchiffrer ces lettres, surtout les koufis du milieu. Mais pour ceux qui savent, enfin, et pour ceux qui ne savent pas, mais il suffit de déchiffrer un seul mot pour pouvoir continuer le reste de la phrase par l'ouïe, parce que les gens, en général, sont habitués à connaître ces phrases par cœur, parce qu'ils les ont entendues, ce sont des versets du Coran pour la plupart, et ils les ont entendus répéter et répéter. C'est pour cela, il ne faut pas que ce soit vraiment lisible, mais il y a aussi le fait que le calligraphe les transforme en une forme artistique. Et dans ce sens-là, on se rappelle plutôt qu'on ne déchiffre. Des fois, il y a une répétition de lettres pour donner plus de balance à la composition, pour que ce soit plus équilibré. Bon, l'écriture se trouve partout, dans les miniatures, bien sûr, dans les enluminures. Les premières pages du Coran et des beaux livres sont enluminés et c'est la fonction la plus noble, la science la meilleure et la plus rentable d'après Al-Halabi. Bon, chaque calife avait son calligraphe. Il y en a eu à travers l'histoire qui ont eu des postes aussi, des fonctions très prestigieuses. Ibn Mokla qui a été le premier à faire les mesures, à harmoniser les mesures des lettres arabes en fonction du nombre d'or. Parce qu'il s'est basé sur une traduction du nombre d'or grec qui se trouve derrière toutes les œuvres faites par l'art grec. Les inscriptions sont présentes en forme de bandes appelées tiraz, se trouvant
sur une partie ou sur la totalité des murs. Le terme tiraz est venu d'Al-Makrizi qui a fait une visite à Tripoli et qui a utilisé ce terme-là. C'est pour cela que maintenant même en parlant en arabe, on parle de style, ça veut dire de tiraz. En fait, lui, il a trouvé que le tiraz, le style, était tout ce parallélisme de lettres qui sont écrites et gravées sur le mur. Bon, à côté de l'écriture, il y a toujours de ces inscriptions, se trouvent toujours les mokarnas, qui sont des pendentifs. On va voir qu'est-ce que c'est. Donc, ce sont les pendentifs qui descendent, un élément architectural sculpté dans la pierre. On les appelle plus communément les stalactites. Ils ont un double rôle. Le premier, c'est de refléter, réfléchir la lumière, et d'après un chercheur américain, Owen Jones, ils sont là pour cacher des trucs architecturaux. Donc, c'est pour alléger aussi cette structure architecturale. On voit plusieurs designs ici. On est devant une porte, des mimbars pour la plupart. La première, c'est une porte, alors que les deux autres sont des mimbars. Quand je parle, des mihrabs. Les mihrabs, c'est la place où se met celui qui guide la prière. Donc, ça prend la direction de la Mecque. C'est un point très important parce que c'est une direction qui indique aussi un sens profond de Dieu, de la représentation de Dieu par les musulmans, par l'art islamique en général. Donc, ça, c'est une partie de Mokarnas. On voit que les Mokarnas se trouvent aussi là où il y a des jonctions, donc une différence de nouveau entre les éléments architecturaux. Ça aide aussi à alléger la structure. Ça, c'est le portail de la mosquée Tainal. Cette mosquée, c'est l'une aussi des plus vieilles, mais des plus jolies. Mais je l'ai pris en exemple parce que c'est complet. Là, vous avez tout ce qui accompagne les inscriptions qui sont au milieu. Donc, vous les voyez, cette bande-là. Et puis, il y a une juste au milieu, au centre de toute la structure. Vous avez les ablaks. Ce qu'on appelle ablaks, ce sont l'alternance de ces pierres colorées. En général, c'est le noir, le rouge et le blanc. Et vous avez au beau milieu toute l'ornementation géométrique ici. Elle est géométrique ici. Des fois, elle est faite à base de plantes. Elle est végétale, à base d'éléments végétaux stylisés, très simplifiés. Donc, que veut dire toute cette ornementation abstraite? Ça relève aussi de la conception islamique. Les théologiens ont poussé toujours les artistes vers des formes abstraites parce qu'ils n'aiment pas beaucoup. Ils répugnent la mimétisation, c'est-à-dire la façon de copier la nature telle qu'elle est avec d'une manière tridimensionnelle. Donc, on voit ici donc tout ce qui accompagne l'écriture et qui fait de ces éléments-là, de ces façades, un art mural très spécifique. Les composantes, donc il y a la blaque, il y a les mokarnas, il y a l'ornementation géométrique, des fois elle est végétale, dans les deux cas ils sont très abstraitisés, stylisés et avec les inscriptions. Donc ça c'est aussi un élément qui relève aussi de cette mathématique très stricte de l'art musulman et puis d'un concept islamique par excellence parce que l'ornementation n'a ni début ni fin, c'est l'un des attributs de Dieu qui n'a ni début ni fin. Il a toujours été éternel et on ne sait pas quand est-ce qu'il a. Donc quand est-ce qu'il a commencé. Donc ça relève aussi du concept islamique. Là, nous avons un petit exemple d'un mimbar. C'est fait sur le bois. Donc tous les supports sont
acceptés. Tous les supports sont faits, sont décorés. Les rings, ce sont des emblèmes relatifs à une fonction. Ça peut être aussi pour une famille quelconque, enfin c'est une famille renommée bien sûr. Là, nous avons un exemple de ring sur le palais Courtail. Je vais analyser un peu ces inscriptions pour montrer quelles sont les significations qui ne sont pas les diverses couches de signification. Et pour montrer que ça constitue un art vraiment spécifique. Donc ça se trouve d'abord sur les façades extérieures et intérieures des monuments religieux, de l'architecture militaire et administrative, de l'architecture aussi funéraire et des palais et des morts. On peut déchiffrer ici plus facilement parce qu'il y a le contraste, comme vous voyez. Donc, quels éléments architecturaux? Nous avons les minarets, coupoles, voûtes, mihrab et mimbar plus spécialement. Là, nous avons un exemple de mihrab et en comparaison d'autres mihrabs venant d'autres régions, il y a celui qui est en haut de l'autre côté vient du Maroc, alors que celui qui est en bas, ça vient du Caire. Donc, bien sûr, la période, celui du Caire ne date pas de la même période ottomane, mamelouk, il est plutôt de la période ottomane, mais on voit une petite différence qui fait que le style mamelouk a ses spécificités. Donc, dans toutes ces... il y a les petites fleurettes là, les petits fleurons, ce sont aussi ils ont été recyclés, ce sont des vestiges croisés qui ont été recyclés et qu'on retrouve aussi à côté des inscriptions. Les colonnes aussi. Les musulmans ont pris les colonnes là des églises ou bien des vestiges byzantines qui existaient avant. Même ils les ont détournés de leur fonction initiale, je ne dirais pas de leur fonction, c'est toujours une colonne, mais utilisant des fois un chapiteau à l'envers comme dans cette photo. Donc, quelle est la typologie de ces inscriptions? D'abord, nous avons des inscriptions qui sont relatives à la fondation, en donnant toutes les informations relatives à la fonction du monument. Quand est-ce qu'il a été fait, pourquoi il a été fait, par qui il a été fait. C'est tout un portrait pour les bienfaiteurs qui l'ont fait, mais aussi c'est une constitution de waqf pour la plupart des fois. Le waqf, c'est un bien de main morte qui est dédié au profit d'une famille ou bien d'une catégorie sociale désavantagée. Et la plupart sont on a beaucoup d'inscriptions qui sont des waqf sur l'immeuble. En général, les waqf, c'est écrit avec le style Nasri. Et puis, les informations sont très intéressantes parce qu'elles nous renseignent aussi. Ils nous donnent des détails. Par exemple, jusqu'à combien payer au gardien, combien payer à tel fonctionnaire. Et des fois, il dédie, le bienfaiteur donne aussi des vergers qu'il a, qui se trouvent dans un village, etc., au profit de ce waqf-là. Cette question est très importante. Ça a permis de conserver tous ces monuments-là. Sinon, ils auraient été mis en ruine. Il y avait toujours, à côté de ce texte-là, un verset coranique qui avertissait les croyants, attention, si vous démolissez ces maisons dédiées à Dieu et à la bienfaisance, vous serez damnés et châtiés pour la vie. Donc les gens ont vraiment essayé de protéger tous ces monuments. En plus, tous les gouverneurs, on n'a pas eu des histoires... On n'a pas eu d'histoire à travers l'histoire de Tripoli où des gouverneurs se sont accaparés de ces monuments-là. Il y a d'autres décrets du sultan, par exemple des impôts. Une imposition d'impôts par le sultan doit être sculptée sur pierre, comme ça tout le monde est averti. Il y a les signatures des architectes et des constructeurs, enfin ceux qui ont fait le design, et puis des inscriptions de donations. Les donations, il faut faire une différence entre un patron
d'un waqf et les donations. Ça peut être quelqu'un qui a proposé de faire un mimbar ou bien de revêtir le parquet ou bien avec du marbre, etc. Et ils lui dédient une inscription. Bon, bien sûr, à côté aussi, les plus belles sont les inscriptions d'ordre religieux. Ce sont les plus belles, les plus ornementées et très artistiques. Bon, le sens intrinsèque, il y a toujours il y avait toujours dans ces inscriptions ce désir d'incorporer le nom du calife pour avoir la paix avec lui, pour que le calife n'ordonne pas la démolition du monument. Alors, on incorpore toujours le nom du calife qui régissait à ce moment-là, avec beaucoup de phrases disant, par exemple, que Dieu lui donne la longue vie, etc., pour avoir la paix avec lui. Donc, leur connotation est aussi économique, religieuse, et ça a permis de les conserver longtemps. Bon, le texte sur le monument a aussi une valeur, a aussi sa valeur. Bon, je vais essayer de faire très vite. Bon, il y a d'abord une préférence pour la calligraphie. Il y a aussi un contenu dénotatif. Je prends un petit exemple que je trouve très significatif. Au-dessus de chaque mihrab, il y a une phrase qui rappelle un verset coranique disant qu'à chaque fois que Zacharia, qui est un prophète, rendait visite à la Sainte Vierge, il la trouvait recueillie dans le mihrab. Alors, que veut dire le mihrab là? Pourquoi on met toujours ce verset? Et c'est partout, durant même la période ottomane, on utilisait ce verset-là, parce que ce verset est dénotatif en quoi il comprend le mot mihrab. Il est aussi connotatif dans le sens où le mihrab, d'après Ibn Arabi, c'est la porte de la connaissance divine. Donc on se recueille, on met de côté toute donnée matérielle. Les inscriptions, pourquoi on aime beaucoup la calligraphie? C'est un legs aussi des civilisations qui ont précédé l'islam, de toute la région. Par extension, en Asie, toutes les civilisations ont connu la calligraphie. La poésie aussi, c'est l'art majeur de l'islam. La langue sacrée du Coran, avec Iqra, qui récite pour première lettre. Donc, tout ça fait que la calligraphie a été l'art majeur de l'islam. Les lettres aussi ont des connotations religieuses, littéraires, ésotériques, et jusqu'à maintenant. Bon, ces lettres ont aussi leur propre potentialité parce qu'ils ont des formes montantes, descendantes, etc. La présence de l'écriture confère à l'objet un statut officiel et religieux. C'est pour cela qu'on opte toujours pour ces lettres. Pour la technique, elle est ou bien gravée sur le mur directement, ou bien faite sur un panneau et puis inscrite dans le monument. Donc, détails d'ornementation, là, nous avons beaucoup de vestiges qui ont pris, enfin, dans cette ornementation, il y a beaucoup de motifs pris des croisées, et nous allons passer plus vite à... Là, c'est la rosace aussi qui est prise des croisées, mais à la place du verre coloré ou bien du vitrail, on met ici le nom d'Allah. Défi du temps. Il y a des érosions majeures et mineures, corrosion, environnement pollué, les gaz chimiques, soufre. C'est une région, il se trouve dans une région qui est très réputée pour le mobilier. Donc, la teinture des mobiliers use beaucoup ces vestiges. Il y a le climat marin, l'humidité aussi, et des micro-organismes qui vivent là. Donc, le décapage aussi qu'on en fait dans les restaurations est très nocif. Là, on assiste à un vrai péril. L'héritage épigraphique subit une altération majeure et une dénaturalisation des formes authentiques. Nombre sont les niches qui ont été repeintes avec
en blanc, en une couleur, je ne sais pas, et on ne connaît pas le motif initial qui se trouve. Exemple, la madrasa Kortawiya, je crois, qui est en face de la mosquée. On a pu voir une niche qui a été complètement retapée. Des restaurations sont de mauvaise qualité, les pierres colorées perdent beaucoup de leur fraîcheur. Et c'est le décapage surtout. Je vous passe là quelques photos. Regardez ce Allah, cette affiche en haut n'a rien à voir avec le motif, avec le monument lui-même. C'est une affiche qui est là. Et lors des élections, c'est affreux. On a toutes les photos des candidats. Donc, vous voyez toutes ces inscriptions à peine visibles d'un côté, de l'autre, ils sont en ruine. J'ai aussi ça, c'est la madrasa Ajamiya, dont la décoration est très jolie et très riche, déjà, et persane. Donc, vous voyez qu'il faut la retaper complètement. Donc, regardez, dans cette façade-là, on a dû avec le beau panneau du milieu, décoré, a dû être percé pour faire passer le fil électrique. Et c'est dommage. C'est dommage, ça ne peut pas se faire. C'est une fontaine où il y a de la poubelle dedans, donc ils ont mis du ciment, elle n'est pas bien conservée du tout. Partout, dans ces façades, vous avez la mauvaise herbe, vous avez des insectes qui vivent, vous avez des animaux, enfin de petits animaux là, qui dénaturent. Là, c'est un petit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je l'ai vu dernièrement dans la grande mosquée. On a dû le couvrir de ciment, je ne sais pas pourquoi. Il y avait une décoration antérieure qu'on doit peut-être essayer de découvrir très prochainement. Donc là, dans toute cette décoration, regardez cette porte qui n'a rien à voir avec l'ensemble de la façade. Oui. Et toujours avec cette aya, ce verset, ceux qui construisent les mosquées sont les croyants qui croient en Dieu, qui croient en ces... Bon, quelles sont les restaurations doivent être plus curatives, les matériaux doivent stopper la corrosion. Il faut faire un musée d'art calligraphique et je trouve que ça, c'est de prime importance. Il faut conserver, rassembler les manuscrits qui se trouvent dans les vieilles maisons. Dans les maisons, chez les gens, des fois, ils ne connaissent pas la vraie valeur. J'ai vu dans une exposition dernièrement, dans le cadre d'une école, j'ai vu des manuscrits datant du XIVe siècle faits à Tripoli. On n'en a pas une idée, personne ne les connaît, mais ils sont cachés quelque part. Et des fois, le propriétaire, quand il va mourir, les enfants ne connaissent pas la valeur de ces... Bon, on a aussi beaucoup de calligraphes qui ont fait des choses splendides sur des papiers. Et malheureusement, ce sont les enfants qui trimballent leur legs, essayant de sensibiliser les gens, essayant de sensibiliser aussi les autorités. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas un musée qui pourrait rassembler ça. Il y a aussi la calligraphie qui est sur le cuivre. Il y a des choses splendides sur le cuivre et franchement, ces anciens modèles se perdent avec le computer qui ne permet pas, qui ne motive pas la créativité, qui change tout à fait la belle ornementation de jadis. Bon, des points positifs, on a une faculté de restauration à Tripoli. On a aussi les artistes de Tripoli, dans le cadre de l'université libanaise, ont lancé aussi récemment un slogan comme quoi Tripoli, j'ai terminé, vous me donnez une petite minute, je suis à la fin. Donc Tripoli, c'est une cité pour l'art mural. Il y a aussi des calligraphes très nombreux, des autodidactes, c'est plein, il y a des petits-enfants qui font une calligraphie très belle, et qui travaillent ça. Il y a aussi les artisans qui ont conservé les vieux motifs et ce sont les meilleurs, à mon avis. On leur doit beaucoup d'avoir conservé ces motifs anciens. Ça, ce sont quelques exemples de nos calligraphes à Tripoli.
partout la calligraphie. Sur un camion, j'ai récolté cette calligraphie. Bon, il faut aussi, il y a un point qui est très important aussi, dans tous ces immeubles modernes qu'on voit dans la ville, on garde toujours cette tradition de mettre un verset coranique bien décoré. Et ça, peut-être, il faut aussi travailler pour actualiser cet art. Je voudrais seulement donner... Bon, Tripoli est marginalisé, ce n'est pas les idées qui manquent, ni les initiatives. Il faut aussi des fonds additionnels au mécénat local qui est très valable. Et il y a aussi un système politique qui n'aide pas beaucoup. La corruption aussi existe et elle n'aide pas beaucoup à avoir les fonds qu'il faut. Il y a aussi l'absence totale des politiques culturelles dans la ville. Je vous donne une idée de la calligraphie moderne pratiquée par nos artistes. Ce sont les mu'allakat. Donc les mu'allakat, c'est les poèmes qui jadis, dans les festivités de Oukaz, étaient accrochés sur la Kaaba. Ça, c'est une forme de mu'allakat moderne. Je vous passe là, c'est un avion qui est décoré avec l'écriture et c'est pas, il faut pas trouver ça étrange. L'écriture aussi se trouve surtout sur toutes les voitures, sur tous les camions et ils sont en général très sympathiques. Il y a toujours des traits. Ça, ce sont les artistes modernes. Bon, je ne vais plus m'attarder. Je vous remercie beaucoup. Vous voyez notre... Un exemple qui n'a rien à voir avec une écriture actualisée, mais ça suffit. Bon. Ah oui. Je m'excuse beaucoup. Je vous remercie pour votre attention. Oui, je m'excuse. On est toujours très impressionné par le patrimoine de Tripoli. En fait, vous avez énormément de chance d'avoir un tel patrimoine. Peu de villes peuvent prétendre. Ah, zut. Voilà, on y est. Je vais vous parler d'Istanbul. On change de quelques milliers de kilomètres, mais on reste dans... Enfin, c'est pas tout à fait la Méditerranée, mais c'est pas loin. Donc là, il s'agit d'un projet qu'on a conçu avec l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul, avec Stéphane Hierassimos, dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne pour les études et aussi pour la réalisation et avec un financement turc. Alors, je vais vous dire deux mots d'abord sur Istanbul, parce qu'Istanbul est très connu pour ses grands monuments, magnifiques, très anciens. On a affaire à une énorme ville, une des plus grandes villes d'Europe, après Moscou, mais surtout une ancienne capitale d'empire dont on peut s'attendre à trouver un patrimoine colossal, évidemment monumental, mais on s'attendrait aussi à trouver un patrimoine urbain très important, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'Istanbul a été surtout construite en bois pendant très longtemps et a subi d'énormes incendies. Même si Istanbul, au XVIIe siècle, était la plus grande ville du monde, elle voyait sa ville détruite par des incendies qui parfois détruisaient un tiers de la ville. Alors, devant ces catastrophes urbaines, je ne parle pas des tremblements de terre, au XIXe siècle, enfin, il y a eu des tentatives précédentes, mais au XIXe siècle, Istanbul a commencé, en s'inspirant des exemples européens qui étaient tout aussi balbutiants, à vouloir mettre en place des règles d'urbanisme qui ensuite ont été appliquées dans d'autres villes comme à Tripoli, Alep, Damas ou Alger. Et à ce moment-là, dans ces règles d'urbanisme, ils ont commencé à imposer la construction en briques et imposer des alignements sur rue. Et ils ont commencé à mettre en place des mesures pour limiter les effets d'un incendie. Le début de l'urbanisme commence par les reconstructions après incendie, si bien que les quartiers anciens d'Istanbul sont essentiellement des quartiers de reconstruction après incendie. Donc, fin XIXe siècle, début XXe siècle. Alors, l'histoire du patrimoine d'Istanbul, bon, le patrimoine lui-même est très ancien, on remonte à des vestiges d'époque gréco-romaine, même si le plus visible est d'époque ottomane. Mais sur le patrimoine urbain, la prise en compte du patrimoine à une échelle plus large, elle commence aussi avec l'histoire de l'urbanisme, avec le premier plan d'urbanisme d'Istanbul à l'échelle de la ville complète, le plan Prost,
qui, lui, indique bien dans son schéma directeur qu'il faut préserver les silhouettes urbaines, s'intéresser aux monuments, les préserver. C'est l'introduction de la modernité avec ses plus et ses moins, c'est-à-dire percement de boulevards notamment, pour la fonctionnalité urbaine, mais aussi la prise en compte du patrimoine. Mais le revers de la prise en compte du patrimoine pour l'urbanisme, c'est que les défenseurs du patrimoine sont très vigilants à la protection du patrimoine et sont arrivés notamment à bloquer, au milieu des années 90, à bloquer le schéma directeur d'Istanbul, ce qui n'est pas rien, pour des questions juridiques. Et aujourd'hui, Istanbul ne dispose toujours pas d'un nouveau schéma directeur. C'est-à-dire 15 ans après, malgré plusieurs tentatives de nouveaux schémas, il n'y a pas de consensus qui a été trouvé, pas seulement pour des questions de patrimoine, mais pour établir une planification de cette ville. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette ville se développe on peut appeler de façon sectorielle. On fait des transports, on fait de l'eau, on met en place des mesures de protection contre ou de prévention, parce qu'on s'attend à avoir un énorme séisme d'ici 10 ans. Mais il n'y a pas de planification globale qui gère cette ville. On a plutôt des opérations qui se font coup, par grands projets et par politique sectorielle. Il y a évidemment à Istanbul comme ailleurs, surtout depuis la chute du mur de Berlin, la réouverture, je dirais, du commerce à grande échelle entre la mer Noire et la Méditerranée. Istanbul redevient un grand carrefour, profite de ces dynamiques pour s'internationaliser, profite de cette manne, de cette richesse pour investir dans les transports, mais aussi dans les centres commerciaux, dans la construction de tours, etc. La ville change, la silhouette de la ville change. Ce que vous connaissez bien d'Istanbul, c'est le paysage de collines préservé depuis le plan Prost, avec ces grandes mosquées qui dominent les collines de la péninsule historique. Mais un petit peu plus loin, derrière, on voit apparaître des tours, dont la deuxième plus haute tour d'Europe, qui a été terminée il y a peu de temps. Alors, je viens sur le patrimoine tout de suite. Parallèlement à ça, il y a évidemment des zones qui sont protégées pour des questions d'environnement, des grandes forêts, mais aussi des paysages qui sont protégés, mais aussi des zones historiques. Vous voyez la tache rouge à l'entrée du Bosphore, qui est la péninsule historique dans laquelle on va s'enfoncer tranquillement. Le patrimoine urbain d'Istanbul, c'est les taches marron que vous voyez sur la carte. Ça représente 5% de la population. Ce qu'il faut voir, c'est que la ville, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est essentiellement autre chose que du patrimoine. Enfin, en tout cas, autre chose que des bâtiments anciens. Le patrimoine ne concerne qu'une petite partie des zones urbaines, comme dans la plupart des grandes villes du monde. Donc c'est quelque chose de très important sur le plan symbolique, sur le plan de la représentativité ou représentation de la ville, mais c'est quelque chose de peu important en termes de surface et peut-être de dynamique urbaine. Alors il y a des projets qui sont dans la ville. Ici on est en face, on est au début de la Corne d'Or, mais de l'autre côté de la péninsule historique, du côté de la place Taksim. Il y a des projets sur l'espace public, des projets d'équipement culturel, d'aménagement de rues, de la place Taksim qui va être refaite. Sur la péninsule historique, il y a des morceaux qui sont classés au patrimoine mondial, que vous voyez sur cette carte, patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous voyez le grand trait à gauche, c'est la grande muraille de Constantin. Et la partie totalement à droite sur la péninsule, c'est le palais de Topkapı, le palais de l'empereur. Et puis il y a d'autres quartiers. Nous, on a travaillé sur la zone... on avait travaillé au début sur la zone de Zerek, qui est à peu près au centre, quartier de maisons en bois, assez unique. Et sur les quartiers de Balat et Fener, qui sont la tache ronde que vous voyez au bord du Bosphore. On a refusé de poursuivre le travail sur le quartier de Zerek, parce que la municipalité de Fatih ne préservait pas les bâtiments, mais les reconstruisait en béton, des bâtiments en bois, les reconstruisait en béton, mettant des façades en bois. C'est-à-dire qu'il dénaturait totalement le patrimoine, le faisait disparaître, et s'intéressait plus à une image du patrimoine de la maison en bois qu'à la maison en bois elle-même. Donc on a fait sortir ce quartier-là du patrimoine de l'UNESCO. Première décision. Deuxième décision sur Balat et Fener. Là-dessus, la municipalité de Fatih, donc arrondissement d'Istanbul de 800 000 habitants, acceptait de rentrer dans un processus de préservation du patrimoine et un processus social qui consistait à maintenir la population sur place. C'était une des conditions du financement européen. Ce qu'on a pu faire, non sans difficulté dans les discussions avec la municipalité,
mais ce qui a permis quand même de tenir 2 objectifs. Et c'est un peu la particularité de ce projet. Ce n'est pas qu'un projet patrimonial, c'est aussi un projet social, sachant que là, on est dans côté de Zérec, et là, on rentre dans mais projet social dont on va parler dans 2 minutes. Donc là, on travaille sur un quartier qui est beaucoup plus petit que votre centre ancien de Tripoli, puisque là, on est sur 16 hectares, il n'y a que 1400 parcelles, et il n'y a que 12 000 habitants, si je me souviens bien. On a affaire à un patrimoine qui est moins important que celui dont vous disposez, mais intéressant aussi, bon, plus récent. Enfin, en tout cas pour le patrimoine domestique, puisqu'il s'agit de bâtiments qui datent fin 19e, début 20e, reconstruction après incendie, avec des églises et des synagogues, parce qu'il s'agit de l'ancien quartier juif et de l'ancien quartier grec orthodoxe d'Istanbul, enfin, un des quartiers. Alors là, vous voyez des représentations, vous voyez très bien le plan d'urbanisme fin 19e, typique, en haut à gauche, avec ces quartiers orthonormés qui se distinguent du tissu géomorphique qu'on voit juste à côté, et qui a produit donc des quartiers assez typiques, avec des maisons qu'on appelle des maisons orielles, c'est-à-dire avec ces boîtes ottomanes qui sortent au premier étage. Ce sont des maisons unifamiliales sur R+2, généralement, en briques, alignées. Ces maisons-là représentent, sur les 1400 parcelles, il y a à peu près un peu moins de la moitié des bâtiments qui sont classés. Il y a une volonté quand même de préserver ce patrimoine. Il y a aussi un marché assez intéressant, plus ancien. Et donc on a fait, comme toutes ces études patrimoniales, un inventaire des fonctions, de la population, des enquêtes de population, un inventaire du patrimoine, une identification de l'état du bâti, et qui nous ont permis de mieux comprendre les conditions sociales, économiques et physiques du quartier. On avait quand même affaire à un quartier qui justifiait l'action du maintien de la population sur place. C'est qu'on avait affaire à 90% de la population vivait sous le seuil de la pauvreté turque. Donc évidemment, il y avait une tentation assez forte de la municipalité de Fatih de dire on va faire des hôtels, des restaurants et des boutiques à souvenirs, mais on dit attention, il y a une population, on ne peut pas évacuer comme ça sous prétexte de gentrification et d'activité touristique qui correspond à la politique centrale culturelle de la ville d'Istanbul dans son projet d'internationalisation. Là-dessus, on a été très ferme et contre pour aller vers un projet beaucoup plus social, soutenu par l'Europe dans cet objectif. C'était une des conditions. Donc on a pu réaliser ce projet. Donc il y a eu... ce projet est intéressant pour l'État turc parce que c'est le premier projet dans lequel l'État turc, TOKE, qui est un des organismes d'HLM, si vous voulez, de logements sociaux en Turquie, a mis un peu d'argent pour réhabiliter des bâtiments. C'est la première fois qu'ils font ça en Turquie. Et c'était le premier projet de réhabilitation porté par l'État, de réhabilitation d'un quartier historique. Donc c'est une première à l'échelle de ce pays. Donc il y a eu des réalisations, il y a eu à peu près ici 121 bâtiments réhabilités. Enfin, tous les bâtiments n'étaient pas réhabilités, certains plus que d'autres. Il y a eu des restaurations complètes de certains bâtiments. On en a fait moins que ce qu'on aurait voulu. On a réhabilité quand même tous les espaces publics, installé le gaz, mis en place un réseau d'égouts, fait des équipements de quartier. Vous voyez que l'objectif était à la fois sur le patrimoine, des réparations, des restaurations, mais d'abord équiper un quartier pour une population et la maintenir sur place. Et parallèlement à ça, je termine dans 2 minutes, la municipalité de Fatih, la municipalité d'Istanbul, c'était au-delà de Fatih, a mis en place, pendant que le projet se réalisait entre 2003 et 2007, 2005 a fait une opération à 1 kilomètre de là, près de la muraille historique, un projet d'évacuation d'une population rome, d'un quartier tout aussi ancien, tout aussi pauvre. Donc ils ont délocalisé la population à peu près une trentaine de kilomètres dans des logements sociaux pour récupérer les biens et en faire des hôtels, des restaurants, des boutiques à souvenirs. Donc un peu dans l'esprit des projets que vous voyez fleurir un peu partout au Proche-Orient, dans l'esprit des projets de la Banque mondiale, qui sont orientés vers le tourisme et qui ne sont pas orientés vers le quartier, la population, même dans les quartiers anciens, avec une perte de valeur qui n'est pas seulement sur le patrimoine, mais qui est surtout une perte de valeur sur ce qu'on pourrait appeler la population et la culture qui porte la vie de ces quartiers. Le problème, c'est que ce projet de Soukoudé est considéré par la municipalité d'Istanbul comme
l'exemple de ce qu'il faut suivre sur 4 autres quartiers, dont celui qui vient d'être réhabilité sur Balat Efeler, avec les financements européens. Alors ça pose un certain nombre de questions. Évidemment, faire un projet de ce type-là, de réhabilitation d'un quartier, on doit prendre en compte l'ensemble des dimensions sociales, économiques, patrimoniales pour développer, réhabiliter le quartier, mais il y a plusieurs questions qui se posent, qui sont celles du portage dans la durée, des objectifs de développement, de protection du patrimoine et des objectifs sociaux qui peuvent sous-tendre ce genre de projet. Ce qui est vrai, c'est qu'un bailleur international aussi important, un des plus gros, ou le plus gros qui est l'Union européenne, s'intéressera à réaliser son projet dans un temps, je dirais, le plus limité possible. C'est-à-dire 3-4 ans pour dépenser son argent, faire son opération, et après c'est fini. Donc il ne sera pas le porteur dans la durée des objectifs, même s'il voudra à un certain moment imposer des objectifs pour débloquer ses financements. Une fois qu'il sera parti, on reviendra dans d'autres dimensions. Et si ces objectifs ne sont pas finalement repris, portés dans la durée par la collectivité locale, eh bien le projet prendra une autre tournure, et c'est ce qui risque de se passer. Le nouveau projet sur Balat Efeler n'a pas commencé, mais il en prend le chemin. Et donc, on aura un certain retour en arrière au regard des objectifs qui avaient été fixés. Je pense qu'il y a un rôle assez particulier je vais conclure là-dessus, qui peut faciliter, je dirais, le portage dans la durée. Je pense que les bailleurs internationaux ou des experts de l'extérieur peuvent jouer un rôle de médiation vis-à-vis des autorités pour amener une compréhension, intégrer d'autres objectifs que ceux qui sont liés aux jeux de pression locaux. Et je pense que la coopération décentralisée peut être un de ces acteurs médiateurs qui apporte de l'expertise, pas beaucoup d'argent, mais de l'expertise, un regard, mais dans la durée. Donc il faut que ces coopérations, vous en avez déjà un certain nombre sur Tripoli, mais il faut que ces coopérations se fassent dans la durée et avec des objectifs assez globaux, suffisamment larges, pas seulement opérationnels, des objectifs globaux qui intègrent l'ensemble des dimensions du développement sur la réhabilitation d'un quartier pour porter dans la durée. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Huybrecht. Nous sommes désolés de ce dépassement de temps et je ne crois pas qu'on aura la possibilité de faire les questions-réponses. Donc, nous passons à la deuxième séance, si vous voulez bien, dans 5 minutes. OK. Merci.